De nombreuses fuites surviennent et ne sont pas réparées par l'État aux alentours du hameau de Bayon. Suez s'est prononcé sur la nécessité d'obtenir les plans d'éclairage public avant toute opération, ce qui provoque la fureur de particuliers qui ont déjà commencé à ouvrir la chaussée pour prévenir les dégâts. L'ASL du quartier continue à mettre la pression aux habitants pour réparer à leurs frais. Au village de Montigny-les-Cormeilles, les futures construction inquiète les habitants. Le groupe d'opposition du Front de gauche a lancé une pétition Mon village, ma poste, j'y tiens. Le projet a recueilli plus de 420 signatures là où ni les locaux ni les élus n'ont été tenus au courant. Le projet immobilier cherche à remplacer la poste par un relais postal et à réduire les places de parking près de l'église. Pour le maire Modeste Marquez, ce programme de construction pose de nombreuses questions sur la fiabilité du sol ou les impacts sur la circulation. Mais si vous sortez ce jeudi 14 juin, le nouveau spectacle de Patrick Audecoeur, Silence on tourne, sera produit au casino d'Anguin-les-Bains. À propos d'un tournage de film qui ne se déroule pas comme prévu, le dramaturge imagine une comédie burlesque, originale et rythmée. Le public figurant du tournage fait partie intégrante de cette mise en scène où l'équipe de réalisation s'entre-déchire autour de relations humaines. Alors si vous souhaitez passer un bon moment en famille devant une pièce déjantée, vous pouvez réserver vos places à partir de 30 € sur le site de la mairie d'Anguin. Merci beaucoup Hugo Mouliou, nous vous retrouverons à midi 10 pour d'autres actualités proches de chez vous. Voici maintenant le bar de l'économie, une très bonne journée présentée par Florence Sœur. À demain 7h-9h pour une nouvelle matinale. Alors quand le on-air est gris comme ça, et éteint, c'est qu'on est en studio. Quand il est rouge, c'est qu'on est au micro. Oh là là, qui c'est qui a tordu le micro comme ça? C'est vous. Vous cassez tout ici, Florence. C'est pas possible. Vous serez punis. C'est moi qui vous remplace, c'est moi qui fais l'émission. D'accord, pas de souci. Mais je connais pas trop le sujet des thèmes, je vais être un peu embêté. Je ne peux pas improviser après. Et les invités m'aident. Ouais, bon, amusez-vous bien. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonjour. Salut. Julien, vous m'écrirez les titres des artistes sur la page, que j'ai oublié de les noter. De quoi? Oui, pour que je puisse les annoncer après les... Hein? On y va. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de nous suivre au bar de l'économie. Eh bien aujourd'hui, on parle santé. Notre système de santé est ou était performant, c'est selon. On veut renforcer la prévention, réorganiser les soins de proximité à partir du médecin généraliste. On veut développer les droits des patients. Le tiers payant est maintenant généralisé depuis 2 ans. Pour 2018, 11 vaccins nouveaux 8 nouveaux sur 11 sont obligatoires pour les enfants de moins de 2 ans depuis donc cette année. Et la stratégie nationale de santé a été définie pour 2018-2022. Elle est organisée autour de 4 axes par 25 mesures phares. Alors, autour des risques sanitaires liés à l'augmentation de l'exposition aux polluants et aux toxiques. Souvenez-vous, vendredi dernier, on parlait justement environnement et amélioration de l'habitat. Les risques d'exposition de la population aux risques infectieux, les maladies chroniques et leurs conséquences, et l'adaptation du système de santé aux enjeux démographiques, épidémiologiques et sociétaux. 5000 contributions émanant de professionnels, d'associations et d'usagers ont participé à cette stratégie pour 2022. Promotion donc de la santé et prévention, lutte contre les inégalités sociales et territoriales, qualité et pertinence de soins, innovation et place des citoyens dans la gouvernance du système de santé, santé de l'enfant, spécificité de la Corse et des collectivités d'outre-mer. Et bien voilà un petit peu l'objectif pour 2022. Mais comme je vous le disais, on manque de médecins. Le personnel médical en hôpital, tout comme dans les maisons de retraite, est insuffisant. Les infirmiers demandent à faire évoluer leur profession. Il faut donc faire progresser la e-santé. Les établissements de santé se convertissent donc tous au tout numérique. Le marché de l'e-santé est particulièrement vigoureux. C'est l'un des segments qui connaît la plus forte croissance sur Internet. Les équipements sont distribués par le biais de grandes plateformes dédiées et étudiées pour répondre aux attentes des professionnels. Mais c'est aussi un marché éminemment complexe qui ne pourra se développer qu'au profit d'un travail visant à structurer, entre guillemets, et à industrialiser une offre aujourd'hui largement expérimentale, si l'on en croit une enquête récente publiée par le groupe Xerfi. Il existe des soutiens-gorge connectés pour rester en bonne santé, des pulls connectés pour mesurer la pollution de l'air, des chercheurs veulent connecter nos dents. Oui, vous avez bien entendu. Il existe le siège médical pour faire notre diagnostic santé. L'innovation est donc bien là. D'ailleurs, le Z-Cube, une entreprise de recherche du groupe italien pharmaceutique Zambon, annonce l'ouverture de la 3e édition de son programme international d'accélération de start-up dans la santé. 4 grandes thématiques:
système d'administration de médicaments, appareils médicaux, marqueurs biologiques et diagnostiques, dispositifs mobiles et santé numérique et le big data. Contactez-les si vous voulez répondre si vous répondez à de tels projets, de telles thématiques. Donc je répète, c'est la société Z-Cube du groupe Zambon. Le groupe de cliniques et d'hôpitaux privés Ramsay Général de Santé, dirigé par Pascal Rocher en France, a d'ailleurs développé une fondation qui incube de jeunes startups. Et pour en parler, ils sont avec nous aujourd'hui. J'accueille Sylvie Arzelier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale de la fondation Ramsay Général de Santé. Au départ, la fondation s'était mobilisée autour du don de sang de cordon ombilical. Et vous nous expliquerez ce que c'est et pourquoi. Car en France, on ne donne pas assez son sang. Et maintenant, vous surfez sur la nouvelle politique du ministère de la Santé, la prévention. Vous dites, il faut sensibiliser, informer et susciter une prise de conscience collective. Et vous voulez développer, d'ailleurs vous avez déjà commencé, à développer des partenariats avec des professionnels de santé, des scientifiques, des startups ou des associations. Nous verrons pourquoi, comment, qu'est-ce que le programme Prevent to Care que vous avez créé. À vos côtés, d'ailleurs, ça illustre bien votre détermination. Jacques Lépine, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Slow Control, qui fabrique une fourchette intelligente pour nous aider à apprendre à manger plus lentement. C'est donc l'un des projets incubés par votre fondation, Sylvie Arzelier. Bien avec vous, on va découvrir cette fameuse fourchette. Et puis nous aurons par téléphone le docteur Jean-Luc Haïm, chef de service adjoint des urgences, car jeudi dernier, c'était la journée des gestes qui sauvent et il va nous donner quelques bons tuyaux dans quelques minutes, c'est-à-dire à peu près vers 9h40. Nous aurons bien sûr les infos par Jérôme et le débrief sportif du week-end par Bruno Vigoureux. Mais tout de suite, quelques infos. Eh bien, ce vendredi 1er juin, un arrêté du ministère de la Santé a acté la fin du remboursement des médicaments anti-Alzheimer, et ce à compter du 1er août. Jugé peu efficace, potentiellement risqué par le ministère de la Santé, de nombreux médecins, gériatres et associations de professionnels et de malades dénoncent bien sûr cette décision qu'ils jugent infondée et dangereuse. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'absence d'activité physique est considérée comme le 4e facteur de risque de décès dans le monde. Alors comment lutter contre cette sédentarité et rester actif? Eh bien, je vous propose un salon les 5 et 6 octobre 2018 à l'Espace Champéret. C'est la 2e édition du salon Sport, Bien-être et Santé sous le haut patronage du ministère des Sports. Il permettra au grand public et aux acteurs du sport de découvrir les dernières innovations pour prendre soin de soi et à nous, bien sûr, d'avoir des bons conseils. Saviez-vous que les villes signent ou peuvent signer un contrat local de santé avec l'agence régionale de santé? Eh bien oui, en cas de manque de médecins ou pour fixer des axes d'amélioration dans la perte d'autonomie, dans la santé environnementale ou dans l'hygiène ou dans la nutrition. Enfin, dernière info du jour, c'est au salon Viva Technologie. La Poste a annoncé de nouveaux développements dans l'e-santé et l'identité numérique entre sa filiale DocaPost et Eslan, un autre groupe français de cliniques privées. Le groupe a d'ailleurs présenté la nouvelle version de l'identité numérique de la Poste, mettre le digital au service de 2 millions de patients accueillis chaque jour dans 120 cliniques de ce fameux groupe et développer des parcours de soins digitalisés coordonnant patients, médecins, professionnels via des plateformes numérisées, sécurisées bien sûr. DocaPost participera donc à la création d'un assistant digital du patient et intégrera des applications, ça s'appellera la Poste e-santé et DigiPost plus Ma Santé. Voilà, on va tout de suite faire notre première pause musicale. Cette semaine, on continue dans notre voyage dans la musique électro, puisqu'on va terminer avec le groupe Vitalik qui se produit samedi soir à Enghien-les-Bains, un groupe phare de la musique électro. On va tout de suite passer le groupe Jackson and His Computer Band. Hop là. Merci Julien. Ouais, je vais caler les autres. Ça va? Oui. Voilà, vous voyez, c'est un peu squeeze le matin. Parce que je dois rester dans mon timing. C'est impressionnant. Alors, pourquoi j'ai mal numéroté? Ah bah non, c'est bon. C'est la chanson, cette chanson. C'est Space. C'est on dirait que c'est un. Ah ouais, c'est ça, c'est de la vraie musique électro là. Hein. Ça me fait un peu. Ouais, ça fait un peu métal. C'est pas le meilleur morceau. Vous n'avez rien. Non, on dirait vraiment la chanson de démon.
Oh là là, ça fait peur. Là, vous avez parlé en ralenti, comme ça, Florence, on va mettre les faire ralenti. Vous Ah ouais, c'est allez sûr. faire le bar de l'économie en ralenti. C'est vrai que c'est plutôt une bariatrique un peu pure et dure. Et depuis quelques années, C'est pas mal. je pense que ça Il y a ne le pouvait foyer culinaire en ralenti. être dans un parcours de soins complet. Bah, c'est une musique, c'est un autre genre dans la musique électro. Ah ouais, voilà, ça fait flipper quand même. Ouais, Faire mais des la cauchemars, semaine, Caroline. la semaine dernière, on a passé des musiques beaucoup plus abordables. Oui. Après, je crois que j'ai mis des musiques plus abordables. Franchement, Ouais, il faut dire que je me j'ai suis pas. fait la même réflexion en écoutant, je me suis tâté de le diffuser, mais bon. Bah, il fallait me dire non, ça va pas. La prochaine fois, Bah, je vous dis. Parce que en fait, j'ai pas eu le temps de réécouter Il y en a les qui musiques. aiment, hein. Oui, ceci, il y en a qui aiment. Ouais. Il y a Bah, il en un faut public pour avant tout. ça, il en faut. Il en faut pour tous les goûts. On y hein. retourne dans 20 secondes. D'accord. J'ai pris le meilleur moment de la musique. Ah Là, bah, quand même. On a à préciser. Parce qu'après, c'est pire, en fait. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas une Alors, vous musique parlez bien bien. près de vos micros parce que vous On avez y une va, petite Florence. voix. Hein. Voilà, nous voici de retour. Vous avez découvert un genre un peu spécial dans la musique électro. C'était donc le groupe Jackson et son Computer Band. Allez, tout de suite, on part avec le débrief du week-end. Bruno, bonjour. Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. Vous pouvez pas savoir comme je suis fier de moi ce matin. Ah bon? Oui, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 15 jours, je m'étais carrément lancé à l'aventure, moi qui suis mauvais pronostiqueur. C'est vrai que je n'avais pas hésité à prendre un risque de dingue. Oui, je vous avais annoncé en exclusivité mondiale sur IDFM Radio Anguin le nom du vainqueur de Roland Garros. Ah, c'est vrai, c'était très dur. Il fallait quand même être costaud pour affirmer que Rafael Nadal allait s'imposer en finale. Bien sûr, je rigole, car l'Espagnol a en effet remporté hier face à l'Autrichien Dominic Thiem son 11e Roland Garros. Oui, 11e. Un truc de ouf. De quoi donner le vertige. Pourtant, Dominic Thiem semblait taillé pour se dresser sur la route de l'Espagnol. 3 fois, il s'était imposé face au numéro 1 mondial, dont la dernière en finale du tournoi de Madrid il y a un mois. Mais à l'arrivée, Thiem a fait comme les autres. Il a été broyé par la puissance, la précision et la farouche détermination de son adversaire. En 3-7, l'affaire était pliée et Nadal pouvait soulever une fois de plus la coupe réservée aux vainqueurs. Sur la terre battue de Roland Garros, Nadal est donc un extraterrestre. Tiens, si j'osais, je pourrais déjà annoncer sa 12e victoire l'an prochain. Mais non, je préfère attendre un peu avant de m'engager. En termes de pronostic, je suis en pleine forme en ce moment. Donc. J'avais annoncé une défaite de l'équipe de France de rugby contre la Nouvelle-Zélande. Bon, c'est vrai, sur leur pelouse du célèbre stade de l'Eden Park, les All Blacks, champions du monde, sont invaincus depuis 1994. Alors là aussi, je ne prenais pas un grand risque. Pourtant, les Français ont mené à la pause 11-8 avant de totalement exploser et de s'incliner 50-11. Ils n'ont rien pu faire face à cette impressionnante marée noire. Ils essaieront encore samedi prochain lors du deuxième test à Wellington. Tiens, si j'osais, je pourrais parier sur une nouvelle victoire des All Blacks. Des surprises, il y a quand même eu ce week-end, car l'équipe de France de foot disputait son dernier match de préparation avant le début de la Coupe du Monde. Face aux États-Unis, les Bleus pensaient pouvoir enchaîner un 3e succès consécutif après les victoires contre l'Irlande et l'Italie. Eh bien non, c'est raté. Les Français ont été tenus en échec à Lyon par les Américains, un partout. De quoi faire réfléchir un peu le staff de l'équipe de France avant d'attaquer la Coupe du Monde samedi contre l'Australie. À propos de Coupe du Monde, ne comptez pas sur moi pour faire un pronostic sur le futur vainqueur. Vous avez peut-être un favori, Florence. Moi, si j'osais, je dirais le Brésil, mais bon. L'autre surprise, c'est la victoire des Golden State Warriors dans la finale NBA du championnat américain de basket. Une finale qui se joue sur 7 matchs, mais ce qui est étonnant, c'est que les Warriors se sont imposés rapidement avec 4 victoires face au Cleveland de LeBron James. Les Warriors ont remporté leur 3e titre en 4 ans. On pensait que ce duel allait être plus équilibré, mais non. Mais cette fois, je n'avais pas fait de pronostic. Au revoir et à bientôt. Merci beaucoup Bruno. Alors à lundi prochain pour À un lundi autre prochain. débrief sportif. Voilà, alors Sylvie Arzelier, le groupe Ramsay Général de Santé, c'est 124 établissements, dont 24 maternités, 2,3 milliards de chiffre d'affaires, 22 000 salariés, 6 000 médecins, 25 services d'urgence. Et en 2008, il crée la fondation Ramsay Général de Santé, dont vous êtes la secrétaire générale. Alors, mieux grandir et bien vieillir, être mieux diagnostiqué, mieux vivre avec sa maladie et éviter les rechutes, c'est un petit peu vos slogans. Mais d'abord, pourquoi avoir créé cette fondation ?
Alors la fondation en fait a été créée il y a maintenant 10 ans, mais sur une seule thématique qui était le don de sang de cordon ombilical. Donc c'est vraiment une niche. Alors c'est une niche, oui, Ouais, on comprend mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie, le don de sang du cordon ombilical? Alors on est parti du constat suivant il y a maintenant une dizaine d'années, donc en 2008, c'est qu'il y avait une pénurie de cellules souches et que nous exploitions plus d'une vingtaine de maternités et qu'on était tout à fait à même d'aider et d'apporter cette matière extrêmement riche qui est la cellule souche qui est contenue dans le sang de cordon ombilical. Donc voilà, on s'est lancé dans cette mission avec notamment un partenariat et un mécénat avec la banque de sang de cordon de Saint-Louis, de l'hôpital Saint-Louis à Paris, qui stocke ces cordons, donc soit à hôpital public, je le rappelle. Hôpital public, absolument. Donc on est plutôt content de ce partenariat, ce qui prouve une fois de plus que ça peut marcher. Partenariat public-privé. Donc ces cellules, enfin ce sang de cordon est stocké dans la banque. Donc ensuite, il est utilisé soit à des fins thérapeutiques, c'est-à-dire pour soigner des leucémies par exemple, soit lorsque le greffon n'est pas d'assez bonne qualité, donné à des chercheurs, donc des chercheurs de l'INSERM, de l'Institut Pasteur, du Généton, enfin de toutes ces structures de recherche, pour justement chercher à partir de ces cellules souches qui sont extrêmement riches et qui permettront à terme de soigner de plus en plus de choses. Alors, est-ce qu'il y a une augmentation justement de ce don de cordon? Parce que je ne suis pas sûre que nous sachions, en tout cas les mamans, je ne suis pas sûre qu'elles sachent qu'on peut donner le cordon ombilical de son bébé lorsqu'on accouche. Non, c'est pas forcément extrêmement connu, surtout que toutes les maternités ne sont pas éligibles au don de sang de cordon, puisque c'est un acte technique un peu particulier qui nécessite que les sages-femmes comme les obstétriciens soient formés à ce recueil. Donc un certain nombre de maternités le font. En région parisienne, il doit y avoir de mémoire, même pas une dizaine de maternités qui le font. Et dans toute la France, il doit y avoir 25 à 30 maternités. Donc, sachant que vous en avez déjà 24, il n'y en a pas. Je suppose non, elles ne sont pas toutes. Nous, elles ne font pas toutes du don de sang de cordon. Nous, chez Ramsay Général de Santé, il y en a 4 en région parisienne et une Qu'est-ce qu'il faut comme matériel pour pouvoir le faire? C'est pas tant le matériel nécessaire que le geste ou la technique pour extraire à un moment donné du sang de cordon ces fameuses cellules souches. Sachant qu'ensuite il faut très rapidement les transporter dans un endroit où les stocker, donc sans briser une chaîne particulière. Donc ça demande quand même quelque chose d'assez spécifique. Et voilà, toutes ne sont pas éligibles. Mais c'est vrai que nous on essaye de dire dans nos maternités qui le font, allez-y donner parce que ça peut sauver des vies. Derrière, et puis ça peut surtout permettre aussi derrière à la recherche d'utiliser un matériau qui est extrêmement riche et qui est accessible pour eux gratuitement, puisque je précise, tout ça est absolument gratuit. Alors j'ai donc dit un petit peu vos slogans: mieux grandir et bien vieillir, être mieux diagnostiqué, mieux vivre avec sa maladie. C'est votre mission finalement de ce nouveau programme, j'allais dire, de prévention. Oui, c'est vrai que donc il y a maintenant 1 an et demi, on a souhaité élargir un peu les missions de la Fondation et les faire un peu plus grand public. Et la prévention est venue de manière assez logique, sachant que... Enfin, logique et pas finalement, parce que nous sommes un groupe de soins, donc finalement nous sommes plutôt dans le curatif, alors que le préventif c'est justement d'essayer d'éviter la maladie. Mais on s'était dit qu'on était tout à fait légitime là-dessus, même si historiquement ce sont plutôt les assureurs qui sont sur ce créneau entre guillemets là. Mais nous avons au sein de nos établissements tous les experts nécessaires justement pour nous accompagner dans cette mission de prévention. Et donc dans ce que vous disiez, bien grandir, mieux vivre, mieux vieillir, on est vraiment sur nos 3 types de prévention qui sont la prévention primaire, c'est-à-dire la prévention avant de tomber malade, le tabac par exemple, tout ce qui est fait autour de l'arrêt du tabac, c'est de la prévention primaire. La prévention secondaire qui est plutôt le dépistage, et la prévention tertiaire qui est plutôt lorsque je suis malade, j'évite de retomber malade. Donc c'est la prévention de la rechute. Donc ce sont les 3 préventions sur lesquelles on essaye de travailler à la Fondation. Alors donc, est-ce que c'est pour ça que vous avez créé un lab, comme on appelle, au sein de la Fondation, puisque vous avez créé quelque chose qui s'appelle Prevent to Care. Donc c'est ce fameux, on dit lab, enfin ce fameux laboratoire de recherche, on peut dire,
de jeunes start-up, j'imagine. Absolument. Donc, dans les outils que l'on pouvait mettre à disposition en fait des citoyens, il est évident que la partie digitale était une partie très importante, puisque pas mal d'études montrent que les Français ne sont pas totalement opposés, loin de là, à tout ce qui est l'aide en fait digitale dans le maintien de leur santé. Et nous avons souhaité justement créer un incubateur de start-up, donc le fameux Prevent to Care Lab dont vous parliez, qui, d'abord, nous, on ne sait pas faire seul, donc c'est pour ça qu'on s'est rapproché d'un spécialiste qui s'appelle INCO, qui nous accompagne dans toute la partie, on va dire, plus business, aider les startups à monter un business plan, à récupérer des sous, donc des levées de fonds, à les accompagner dans toute la partie marketing du projet, etc. Et nous, Ramsay Général de Santé, puisque la fondation est adossée au groupe, bien sûr, on leur apporte tout ce qu'on appelle en fait dans le jargon l'open innovation, c'est-à-dire toute l'expertise métier dont ils peuvent avoir besoin. Donc tout à l'heure, Jacques Cadoun en parlera. En fait, la partie expertise, elle est apportée par nos médecins qui viennent conseiller les startups, par la direction des achats de nos hôpitaux qui viennent expliquer comment ça fonctionne dans les hôpitaux. Enfin, voilà, tout ce qui permet de les accompagner en termes de métier. Oui, parce que c'est pas évident pour une jeune entreprise de vous contacter les hôpitaux et les gens qui vont bien lorsqu'on a développé un nouveau produit. Donc pour ça, on a bien compris que pour le côté professionnel médical pur, c'est le groupe Ramsay qui les aide. Et par contre, pour le côté financement plus technique, marketing, c'est la société INCO qui s'en occupe. Alors, combien de startups avez-vous, combien de bébés avez-vous incubés ? Alors là, on a 13 startups en incubation jusqu'à la fin de l'année, sachant que dans l'appel à projet, il y a eu jusqu'à 100 candidatures, ce qui est quand même pas mal. Et parmi ces 100, il y a eu déjà une première sélection et puis un jury à plancher composé de médecins de chez nous, mais aussi d'autres startups, de financiers, de personnes d'INCO qui, in fine, ont sélectionné 13 startups partant du principe qu'elles étaient tout à fait éligibles à l'incubation, puisque nous, on est vraiment sur de la e-prévention, simplement sur de la prévention, puisque c'est la mission de la Fondation. Exactement. Alors, donc, ces 13 startups, vous avez dit qu'elles restaient 9 mois, si j'ai bien compris. C'est ça. Et donc, vous leur apportez des moyens financiers, en plus des conseils ? Non, nous n'apportons pas de moyens financiers, nous apportons notre expertise et nos établissements en terrain de test. C'est-à-dire que si une start-up à un moment donné a envie ou besoin de tester son produit, nous lui ouvrons les portes de nos établissements pour lui permettre de tester son produit grandeur réelle. Donc je pense que Jacques vous expliquera un petit peu aussi tout ça tout à l'heure. Ce que ça peut faire. Mais là aujourd'hui, il y a des startups, par exemple, en ce moment, il y a une de nos startups qui s'appelle ITILO, qui est un éthylotest, on va dire, intelligent, qui souhaite tester son projet dans les cliniques de santé mentale. Et nous en avons une justement à Épinay, la clinique des Platanes, qui n'est pas très loin de chez vous, où vraisemblablement il va peut-être Épinay-sur-Seine, qui va peut-être tester son produit pour accompagner les personnes qui sont en cure de désintoxication dans une phase de suivi de leur désintoxication ou alcoolique ou autre d'ailleurs. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre comme pépite dans votre maternité finalement ? Il y en a beaucoup, mais je citerai par exemple, il y a une start-up qui s'appelle Damae qui elle est dans la détection de cancer de la peau sans forcément passer par une biopsie, donc avec une machine tout à fait, avec une technologie très, très avancée. Et là, pareil, on lui permet de tester avec nos dermatos auprès de patients. Donc ça, c'est une de nos startups. Il y en a une autre qui est sur une plateforme de psychologues qui s'appelle Apineo, qui est mise à la disposition, alors après, soit d'entreprises qui souhaitent prendre en charge, on va dire, la santé mentale, ou le bien-être, parce que la santé mentale, c'est peut-être un peu fort, de leurs salariés. Il y a donc une autre start-up qui travaille dans le domaine de l'ophtalmologie.
Il y a des startups qui travaillent dans le domaine de la sortie d'hospitalisation des personnes âgées avec une montre qui permet de les suivre et de prévenir des rechutes. Enfin voilà, il y a vraiment tout un tas de... Et on est vraiment sur un spectre très large de la prévention qui va de la primaire jusqu'à la tertiaire. Vous avez aussi une start-up en pneumologie, c'est Masque Génération, qui sont venus à l'antenne en début d'année d'ailleurs. Et Composcan, je crois également. Et Composcan aussi, c'est chez vous aussi. Absolument. Voilà, donc pas mal d'innovations qui sont très intéressantes. On espère que tout ça va être mis à disposition du grand public prochainement. Ce qui veut dire que vous faites des appels à projets régulièrement, puisque tous les 9 mois, il y en a un qui part ou plusieurs qui partent, selon la date. Alors pour le moment, voilà, on avait lancé un appel à projet l'année dernière, qui s'est concrétisé en début d'année. A priori, le partenariat que nous avons avec INCO devrait continuer, donc on devrait en faire effectivement régulièrement. Je n'ai pas malheureusement de date précise à vous donner, mais oui. Bon, en tout cas, si on a des spécialistes en prévention, il faut qu'ils vous contactent. Donc, ils vont sur le site internet directement. Sur le site internet de Ramsay, de la fondation. On n'a pas de site dédié, mais sur le site internet du groupe Ramsay Général de Santé, vous trouverez un. De toute façon, si on tape Fondation Ramsay Général de Santé, on vous trouve directement. Absolument. Voilà, donc n'hésitez pas. Comment se passe le concours en quelque sorte? Combien de temps ça dure? L'appel à projet dure. La dernière fois, on était sur 2 ou 3 mois. Jacques Lépine va nous expliquer un petit peu. Alors justement, Jacques Lépine, vous êtes fondateur de Slow Control, vous êtes incubé chez Général de Santé, enfin la Fondation Générale de Santé, dans le programme Prevent to Care. En fait, ça s'écrit Prévente de Care Lab. Dites-nous un peu comment s'est passé votre parcours avec eux pour intégrer. J'ai reçu un jour un mail, c'est-à-dire que les équipes d'INCO m'ont repéré dans la galaxie de sociétés présentes sur le secteur. J'ai reçu un mail, j'y ai répondu, un premier filtre de sélection, puis ensuite la convocation à un entretien de jury. Donc c'était très rapide, un jury, et avec très bien guidé pour préparer les choses, avec une méthode, et voilà, puis une réponse favorable. Et puis donc vous avez rempli un dossier, vous avez pitché, je suppose? Exactement, exactement. Alors, qu'est-ce que vous apporte le fait d'être incubé? Est-ce que c'est un choix pour des tests? Est-ce que c'est un choix financier? Comment ça se passe? Déjà, ce qui est très bien, je trouve, dans ce programme, c'est qu'il y a un mode posé. En fait, je me suis rendu compte que je naviguais dans un univers sur lequel les mots n'étaient pas posés. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment... Quand vous avez créé votre idée, vous voulez dire? Oui, on ne parlait pas de prévention, si vous voulez. On peut parler, par exemple, de e-santé, on peut parler de biotech, on peut parler de beaucoup de sujets, mais en fait, la thématique prévention en tant que presque objet économique, réalité, c'était pas posé. Donc l'intérêt là, c'est de dire qu'on existe dans cet univers. On voit bien que c'est en train de se structurer avec beaucoup d'acteurs qui se demandent comment intervenir là-dessus. Et en ce sens, c'est très intéressant parce qu'il y a bien sûr la relation avec Ramsay, mais il y a aussi la relation avec les autres startups, avec tout le monde qui se demande comment exister sur ce secteur qui n'est pas structuré. Voilà, donc on est au balbutiement d'un secteur de santé. La e-santé, c'est le début en fait. Dans le grand public, on n'a pas tellement la notion encore de ce qu'est la e-santé. C'est très Alors diffus. quelque part justement, si vous voulez, par exemple, e-santé, c'est une des composantes de la prévention. C'est-à-dire que la prévention, je pense que c'est beaucoup plus large. Et la e-santé, c'est un outil qui intervient en prévention ou pour d'autres choses. Mais par exemple, si vous faites une réservation d'un rendez-vous chez le docteur, c'est presque de la e-santé, mais ce n'est pas de la prévention. Donc ça, ce sont des domaines qui se chevauchent. Mais la prévention, on a vraiment des sujets, c'est qui va payer, quel est le business model. On sent très bien qu'il y a du potentiel, que l'économie et le monde est en train de changer, mais tout le monde se regarde un peu en chien de faïence en se demandant ce qui va se passer. Oui, Voilà. absolument, et vraiment, je voulais rebondir là-dessus. Sylvie Herzelier. Vraiment, l'objectif, c'est d'essayer de voir comment arriver à structurer cette prévention qui, aujourd'hui, n'est pas très bien faite. On ne sait pas qui doit la faire. Est-ce que ce sont les médecins généralistes? Est-ce que ce sont les infirmiers? Est-ce que ce sont d'autres personnes? Est-ce que c'est tout un chacun? Est-ce que c'est quelque chose que je dois, moi, prendre en charge en tant qu'individu? Et justement, le digital vient aider
sur cette partie de prise en charge et de prise de conscience où moi-même, je peux prendre les choses en main, je peux m'aider à changer mon comportement. Et c'est vraiment ça que la Fondation veut défendre, c'est de dire que tant qu'on n'arrivera pas à changer nos comportements, on ne pourra pas faire de prévention. Et on n'est pas très bon là-dessus, nous les Français, aujourd'hui. Il y a tout un tas d'études qui sont sorties là-dessus et qui disent que les Français les connaissent. Et on a fait nous-mêmes une étude avec Odoxa au moment il y a maintenant 2 mois. Les Français connaissent les gestes de prévention, connaissent la prévention, savent comment mais ne les mettent pas en pratique. Alors ça, c'est très latin. Il y a toujours des problèmes les Français et les Latins invoquent le manque de moyens financiers, et c'est drôle parce que les Anglo-Saxons, eux, invoquent très clairement le manque de motivation. Donc ils sont assez clairs par rapport à eux-mêmes, eux disent ouais, je sais pas tellement comment, j'ai pas la motivation pour le faire. Nous, Latins, on dit plutôt, on n'a pas les moyens financiers, on n'est pas accompagné financièrement. Oui, mais qu'est-ce qu'on veut dire par prévention? Par exemple, si je suis en bonne santé, qu'est-ce que vous voulez concrètement? C'est difficile à mesurer. Bien sûr, c'est difficile à mesurer, c'est difficile de le prendre en charge, mais il y a tout un tas de comportements. Alors, vous connaissez celui sur le tabac. D'ailleurs, le gouvernement a communiqué il n'y a pas très longtemps sur le fait que depuis 1 an, il y a quand même 1 million de personnes en moins qui fument. Donc ça, c'est pas simplement lié aux campagnes de prévention, mais c'est aussi lié au paquet de cigarettes qui a largement augmenté. Mais c'est ça qui fonctionne, parce que par exemple, en Australie, ils ont fait ce genre de choses, c'est-à-dire qu'ils ont augmenté très fortement le coût du paquet de cigarettes. À côté de ça, ils ont fait tout un tas de communication ciblée auprès de populations. Ça, c'est très important, parce que faire des campagnes de communication worldwide pour tout le monde, ça marche pas, on s'en est rendu compte. Il faut vraiment les cibler, et aujourd'hui, les Australiens sont arrivés à 12 ou 13% de leur population qui fume, quand nous, en France, on est à presque 36%. Ah oui, donc on a encore une grosse donc marge. On a encore beaucoup de choses à faire. Donc pour répondre à votre question, c'est de se dire que bien manger, c'est quoi bien manger? C'est pas se priver, c'est pas se punir, c'est suivre un certain nombre de règles, c'est faire de l'activité physique. L'activité physique, c'est pas forcément ennuyeux, c'est pas forcément une performance sportive, c'est juste monter les escaliers par exemple et éviter de prendre les escalators, c'est ce genre de choses. Donc voilà, c'est tout un tas de petites choses qui dans la vie quotidienne peuvent nous aider à prendre soin de nous, quoi. Merci Sylvie Arzelier pour cette petite précision. Alors Jacques Lépine, vous avez inventé une fourchette intelligente, on va en parler dans quelques minutes. Mais tout d'abord, j'ai quand même une question économique et financière sur la création de votre start-up. Est-ce que Inco vous a apporté du cash, ou est-ce que c'est de la love money qui a créé votre entreprise? Comment vous est venue cette idée de fourchette connectée, et comment vous avez réussi à monter votre start-up? Dans mon cas particulier, je suis un peu un vétéran. Il y a des vétérans sur le secteur, des survivants d'une époque. On a 4 ans d'âge. Beaucoup de startups qui sont présentes dans l'incubateur sont plus jeunes. Effectivement, logiquement, on utilise le mot start-up pour des entreprises de moins de 3 ans. Tout à fait. Ce qui se passe, c'est quand vous êtes sur un nouveau produit et sur un nouveau marché, c'est quand même extrêmement... Dans mon cas, c'était extrêmement difficile de comprendre où se trouvait la solution. C'est-à-dire qu'on sent bien insidieusement qu'il y a une solution, un potentiel considérable parce qu'il y a un gros problème. En bref, les humains aujourd'hui ils mangent beaucoup trop vite et ça leur amène de nombreuses complications de santé que la médecine est en train de démontrer. Mais comment cette idée vous est venue? Elle m'est venue parce qu'un jour j'ai eu un souci de santé, j'ai eu un reflux gastrique sévère, parce que moi-même je suis un ancien mangeur rapide, et le médecin, le cardiologue m'a ausculté, bref, il m'a surtout dit que j'avais un reflux et il m'a recommandé de manger lentement. J'ai essayé et je me suis rendu compte que j'y arrivais pas tout seul. Aujourd'hui, je comprends beaucoup mieux pourquoi, c'est parce qu'on est sur des automatismes. En fait, quand on mange, les mangeurs lents souvent comprennent mal ce sujet, mais quand on mange, environ 20% du temps, on va être conscient. 80% du temps, on va être en mode automatique. Et si on mange, dès qu'on passe la première minute, un mangeur rapide, il est capable de manger lentement, et au bout d'une minute, il va se demander, il va passer en mode automatique à manger rapidement. Et c'est très difficile pour lui de changer ce comportement parce que la volonté n'accepte pas à cet automatisme.
Donc, vous avez imaginé cette fourchette. Alors, on va peut-être la décrire. Oui. Si Bah, vous- c'est très très simple, c'est une fourchette qui détecte à chaque fois que la personne mange. Et si la personne mange trop vite, si la personne mange Donc, c'est suffisamment une fourchette. Je vais la décrire hein, pour que nos auditeurs puissent. Alors, c'est très joli d'ailleurs. C'est de couleur argentée mat, avec le bas de la fourchette est blanc, le haut aussi. Et puis ensuite, bah, c'est une fourchette classique. Donc, il y a un petit bouton. Donc, je suppose que ça fonctionne à pile ou bien sur batterie. sur batterie. Sur batterie. Et alors, comment ça se passe? Racontez. Disons que la fourchette détecte quand la personne mange. Si la personne mange. Donc, on l'allume tout d'abord, bien sûr. Oui, bien sûr. Bon, on l'allume, voilà. C'est utile pour le matériel avec utile, de l'électronique. voilà. Et ensuite, quand la personne mange, si la personne mange lentement, elle dit rien. Donc, la fourchette, on va piquer son aliment. Disons que la fourchette détecte la mise en bouche. Elle détecte pas l'aliment, En fait, mais le la mise jour en où j'ai bouche. trouvé que, le jour où j'ai trouvé que la clé, c'est que pour manger, il fallait que ça passe par la bouche. Ça a l'air C'est bête, une mais évidence. oui, mais en même temps, c'est ce qui fait le. Et en fait, pour manger, vous pouvez pas ne pas toucher Ah, vous voulez dire que les gens qui mangent vite n'ont pas conscience que l'aliment est porté à la bouche. Non, mais c'est tout le point, si vous voulez. C'est quand vous mangez vite, un moment, vous pensez à autre chose. Parce que vous pensez à la discussion que vous avez avec la personne en face. Ah oui. Vous avez des idées qui viennent en tête. Vous êtes complètement tête en l'air, vous ne vous occupez pas de ce qu'il y a dans Mais l'assiette, vous-même, vous ni en de rendez pas voir compte. ce qu'il y a dans votre Vous-même, assiette. même si vous êtes mangeuse lente, vous êtes sur un mode automatique une bonne partie du temps. Et simplement, vous avez en vous un automatisme qui est lent. Et pour un mangeur rapide, l'automatisme qui prend le dessus quand il mange, c'est un automatisme rapide. Et cet outil, finalement, il s'inspire de ce qui s'est fait avec Pavlov, c'est qu'il indique juste à la personne, vous mangez trop vite, ça la remet en conscience, c'est comme un ralentisseur sur l'autoroute qui dit, vous prenez la voie droite, vous allez basculer sur la voie droite, et ça remet la personne en conscience. Et à force d'utilisation, les automatismes changent. Donc D'accord, donc du coup, alors, est-ce que vous avez mesuré le nombre de secondes avec la fourchette, combien ça nous oblige combien de temps mais il c'est faut programmable, c'est-à-dire qu'on voit très bien, chaque suivant bouchée. les cas de figure, si on prend une personne, on va dire, normale, 10 secondes c'est très bien, 10 secondes c'est en gros 6 mastications. Ça paraît long 10 secondes, mais certaines personnes avalent. Sans mâcher. Sans mâcher, c'est-à-dire qu'on a fait C'est des comme les études chiens. C'est comme un chien qui avance. J'oserais pas dire ça, mais disons que les chiens, ils avalent la viande sans mâcher. Voilà. Et ben, on a Alors, des donc, comportements nous, on qui fait sont pareil. Exactement. C'est-à-dire que quand vous mangez, c'est l'atavisme peut-être de notre côté animal. je pense que surtout la nourriture s'est modifiée, l'environnement s'est modifié à force de proposer des nourritures molles. Quand vous donnez des nourritures un peu plus dures, les gens se prennent les réflexes des nourritures molles. À force de manger trop vite au travail, donc, je pense qu'il y a un sujet qui sera un sujet de prévention dans 10 ans. C'est pourquoi dans les cantines scolaires, on fait maintenant avec les services, on fait tourner des services pour nourrir les enfants, on fait tourner ça en moins de 30 minutes ou 20 minutes. C'est-à-dire qu'en fait, on fait manger les enfants vite maintenant pour des raisons économiques. C'est toute une génération qui va se mettre à manger vite parce qu'on est en train de forger des habitudes. Donc l'environnement économique pousse finalement le temps du repas, c'est un temps qu'on sacrifie de plus en plus et l'environnement économique pousse à manger plus vite. D'accord. Alors donc si vous voulez bien monter vos couverts, on va les montrer quand même à la caméra. Voilà, donc voilà la fourchette connectée pour ceux qui nous suivent via Facebook. Et effectivement, là je vois elle clignote parce que voilà. Vous mangez lentement, donc, vous ne dites rien, vous dès mangez qu'on vite, touche, elle fait une petite vibration. Dès qu'on touche les 4 pics de la fourchette, l'écran s'allume selon si on est dans le bon rythme ou pas. Alors, est-ce que INCO vous a apporté des financements ou est-ce que vous avez financé tout seul? Non, INCO n'apporte pas de financement. L'aide, elle est vraiment ailleurs, elle est sur du conseil, elle est quelque part sur la validation, le fait d'avoir eu une sélection, c'est que, si vous voulez, ça nous fait gagner beaucoup de temps pour certaines étapes, puisqu'on est un peu validé, en quelque sorte. Ce qui est très utile, c'est d'être avec les autres startups, d'avoir tous les mentors autour de nous, d'avoir l'environnement de Ramsay derrière. En bref, on rentre dans un univers où on est moins isolé. Et puis en plus, vous avez pu tester votre fourchette, je suppose, Oui, avant de finaliser le projet.
Alors, la fourchette, en fait, dans notre cas, mais c'est là où je suis un cas un peu particulier, elle est testée depuis finalement 3 ans. Nous, la difficulté, c'est que c'est plutôt comprendre comment, si vous voulez, l'outil peut vraiment rentrer dans le monde économique. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'études qui démontrent des bienfaits sur la digestion, on a beaucoup de pathologies qui sortent en disant qu'on a des grands progrès, mais ce n'est pas un produit qui se distribue en pharmacie, c'est un produit... On est en train de... Et pourquoi pas? Pourquoi vous n'iriez pas à la limite, j'allais dire, dans des grandes chaînes de grande surface? Le prochain cadeau pour la fête des mères, par exemple, pour offrir à nos grands-parents, vous avez raison, c'est une fourchette connectée. Vous avez raison, mais un jour, peut-être ça arrivera. Ce qui se passe, c'est que dans des grands circuits de distribution, ils ont besoin que le produit soit si connu et communiqué que les gens le saisissent spontanément sur l'étagère. Et avant de le faire, si vous voulez, vous avez une étape qui est un peu particulière où il faut démontrer, il faut croître. Et au bout d'un moment, se faire connaître, c'est le travail que je suis là aujourd'hui chez vous, par exemple. Enfin, c'est opération vente par les chaînes de télévision qui font de l'achat le matin, le week-end. Il y a des émissions spécifiques. Peut-être que vous pourriez passer par là aussi. En fait, là, concrètement, on est en train de passer par des secteurs de santé très spécifiques, où on apporte un tel bénéfice que vraiment les gens nous poussent. Et c'est pour ça qu'on se rapproche du monde médical, parce que sur la chirurgie viscérale, on a un grand bénéfice. Les gens qui souffrent de problèmes de pancréas divers, de vésicule biliaire, chirurgie bariatrique, en bref, manger vite, on mastique beaucoup moins bien sa nourriture, et la digestion est souvent beaucoup plus difficile. On a des suggestions dans la technique de perméabilité intestinale. Et le bienfait, il est considérable pour peu que les gens aient des soucis digestifs un peu sévères. Alors, dernière question, elle coûte combien Alors, il faut savoir que c'est la fourchette et le couteau. Hein. Elle coûte 40 €. 40 €. Si on veut l'acheter, on peut vous contacter directement? Alors, pour l'instant, c'est sur le site internet Slow Control et c'est sur Amazon également. Donc, sur Amazon, c'est tout simple. On peut acheter cette fourchette connectée. Merci beaucoup, Jacques Lépine. Je rappelle que c'est la fourchette connectée pour un montant de 40 €. Jérôme va nous la montrer à l'écran de nouveau. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, tout de suite, on va faire une nouvelle pause musicale. Et ensuite, on va contacter le docteur Haïm pour les gestes qui sauvent de l'hôpital Saint-Joseph. Ça va? Ça va? Ça va, mais vraiment c'était compliqué de parler parce que vous parliez entre vous. Oui, quand vous avez c'est vrai que c'est parce que je suis obligée de lui demander s'il a la personne au téléphone. Pour nous, c'est un peu déstabilisant. Ça m'arrive pas tout, c'est rare quand je prends des appels, j'aime pas. En tout cas, il est calé, il attend. D'accord, c'est bien. Ça me déstabilise. Ah oui, Mais vraiment 3 heures. Vous n'en avez pas besoin, alors vous avez la solution. Mais moi, je veux bien en acheter une, mais j'irai l'acheter par Amazon. Si vous voulez l'annoncer, c'est Too Many Gadgets. Oui, je vais le faire tout de suite. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui mangent super vite et moi, à chaque fois, je trouve ça bien. Dès que les gens ont des problèmes de reflux, de troubles digestifs, ça aide énormément. En fait, l'effet, c'est qu'on mastique mieux et tout ça, ça se passe mieux. Ça, c'est sûr. Alors, oui, la page 3. Voilà, Ce qui est même assez évident, c'est venu en disant que ça marche. Il va quand vous on y va. Alors là, il faut mettre le casque si vous voulez l'entendre, parce que c'est au téléphone. Et si vous voulez... Nous voici de retour sur IDFM. Vous venez d'entendre un autre titre dans la musique électro, un autre genre de la musique électro, un peu plus rock. C'était le Too Many DJ. Docteur Jean-Luc Haïm, bonjour. Docteur Jean-Luc Haïm, bonjour. Ah, on a un petit souci avec notre téléphone. Allô, docteur Jean-Luc Haïm? Ah, bonjour, bonjour docteur. Merci d'être avec nous sur IDFM ce matin. On vous appelle à l'hôpital Saint-Joseph car vous êtes le chef des services adjoints des urgences. C'est dur de quitter un service des urgences. Alors, jeudi dernier, c'était la journée des gestes qui sauvent.
Quels sont les bons gestes qui sauvent, j'allais dire? Voir s'il est conscient, ce que ça que vous voulez nous dire. Ah oui. C'est lui parler. D'accord. Donc en fait, il faut oser aller vers eux parce que souvent, c'est vrai, vous avez raison, on n'ose pas. Et puis voir s'ils respirent. D'accord. Donc, effectivement, c'est les trois bons gestes. Parler, voir s'il respire et voir s'il répond correctement à nos questions, par exemple en demandant la date ou quel jour on est, tout simplement. Alors en ce moment, on parle beaucoup des urgences. Qu'en est-il à l'hôpital Saint-Joseph? Est-ce que vous êtes débordé? Est-ce que les gens utilisent trop les urgences et pas assez leur médecin généraliste? On n'a pas le choix. De toute façon, vous ne pouvez pas refuser un patient qui arrive, j'imagine. Ben non. Est-ce que finalement, c'est une réorganisation des urgences pour le futur à laquelle il faut penser?
Bah bien sûr, c'est normal. En tout cas, merci beaucoup, Dr Jean-Luc Haïm, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler des gestes qui sauvent, puisque c'était la journée le 7 juin dernier. Donc, je répète les conseils que vous nous avez prodigués, c'est parler à quelqu'un qui tombe dans la rue, c'est parler, voir s'il respire, voir s'il est conscient en lui posant la bonne question, par exemple. Et voilà, puis ensuite, téléphoner au 15 pour faire venir les secours. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Allez, tout de suite, on part pour les infos de Jérômine. Alors, Jérômine, quelle nouvelle aujourd'hui? Je crois que c'est tout d'abord Roland Garros du boyau naturel au nylon. Bonjour, oui, comme nous le disait Bruno Vigoureux, Roland Garros vient de se terminer par la 11e victoire de Rafael Nadal, un record, mais ce n'est pas de cela dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Dans l'ombre de cet exploit se cache une entreprise française qui en 1875 a inventé le cordage. Donc en effet, Babolat, qui fabrique l'ensemble de sa production en France, il faut le préciser tout de même, équipe la raquette du joueur espagnol. Pour le tournoi Roland Garros, Babolat a accordé 57 raquettes pour Rafael Nadal sur les 15 jours. C'est énorme, mais le cordage représente 50% de la performance d'une raquette. Donc il faut savoir, en 2017, le chiffre d'affaires de Babolat s'est élevé à 117 millions d'euros et plus de 80% de ce chiffre d'affaires est réalisé à l'export. Alors on peut le dire, hier, la France a un peu gagné la finale homme du tournoi du Grand Chelem français 2018. Seconde info, le commerce équitable en forte croissance en France. Selon le rapport publié en 2018 par le syndicat professionnel du commerce équitable en France, nous sommes plus qu'en bonne voie. 1 milliard d'euros, c'est le montant des ventes de produits issus du commerce équitable en France en 2017. Il est en hausse de 10% par rapport à 2016. La filière Made in France a progressé de 17% au cours des 12 derniers mois. D'ailleurs, je précise que maintenant, il y a de plus en plus d'applications pour ça. À quoi cela est-il dû? Les consommateurs français sont de plus en plus nombreux à prendre en compte le lieu de fabrication du produit ainsi que les conditions de production. De plus, le double critère, rémunération équitable et agriculture bio évidemment, est de plus en plus plébiscité. En 2018, 81% des produits concernés arboraient les deux étiquettes contre 74% un an plus tôt. Troisième info, les énergies renouvelables ont la cote. Selon Green Univers et Financement Participatif de France de 2018, les énergies renouvelables sont à la mode. 20,5 millions d'euros est la somme recueillie l'an dernier au crowdfunding auprès des particuliers pour financer les énergies renouvelables. Ce montant est en progression de 78% par rapport à 2016, ce qui est plutôt conséquent. Alors d'où vient cette évolution ? Elle est en partie due à la hausse du marché global du financement participatif, donc plus 44%, mais surtout par l'engouement croissant des particuliers pour les énergies renouvelables. Les panneaux solaires et l'éolienne représentent 90% de ces investissements et d'après les prévisions, 2018 va suivre la même tendance. Je rappelle que le crowdfunding, c'est en fait du financement participatif de particuliers, qui est donc bien sûr très, très en hausse cette année. Dernière info, et si on partait ? Selon un sondage européen, 37% des Français envisagent de partir travailler à l'étranger dans les 2 années à venir. Ce n'est pas très surprenant, me dira-t-on. Alors, qui cela concerne-t-il ? Les jeunes ont davantage tendance à se projeter à l'international. C'est le cas de 18% des moins de 35 ans, 8% pour les plus de 45 ans et les hommes sont plus intéressés que les femmes. Les diplômés de l'enseignement supérieur sont plus susceptibles de s'expatrier également. Les disparités sont cependant fortes selon les pays. Donc 57% des Italiens envisagent de partir à l'étranger contre seulement 3% des Néerlandais. Donc petite information, les destinations favorites des Français sont l'Amérique du Nord, la Suisse et le Royaume-Uni. Merci beaucoup. Je vais remercier nos invités pour leur présence en studio ce matin. Avant de se quitter, on va se quitter en musique pour une fois. On va écouter toujours dans l'électro le groupe Rhône. Ça s'appelle Down for the Cause, un autre genre dans la musique électro. On vous dit à demain. Bonne journée à tous. Non, c'est pas grave, je mettrai une virgule à la fin. Non, mais à la fin, il faut mettre le générique. Hein. Ok, je mettrai le générique. Est-ce qu'il restait 18 secondes? C'est pour ça que je pensais que vous alliez finir là. Non, on finit avec la musique. Bon, on est bon, aujourd'hui. Celui-là, il est cool en plus, ce type.
ne voit pas aujourd'hui. C'est pas grave, on m'entend. Donc là, à la fin du titre, je mets le générique et c'est tout. Bah oui, j'ai déjà dit au revoir. Ok.